Entre les vignes, cette semaine, c'est tout d'abord la Champagne qui nous accueille pour découvrir le domaine Rémy-Massin. Puis je vous conduirai en Loire-Atlantique, au domaine Poiron d'Abin. Et avant une petite balade œnotouristique au Beau de Provence, vous retrouverez, comme chaque semaine, Olivier, votre chef, et Guilain, votre sommelier. Et tout de suite, la question posée à Jacques Legros de terreetvigne.com. Bonjour, combien de minutes à l'avance devons-nous ouvrir une bouteille de vin avant un dîner? Alors pour répondre à votre question, monsieur, il faut distinguer les vins jeunes, les vins vieux, les vins rouges, les vins blancs, au sein des vins rouges, les différents cépages. Alors je vais essayer d'être clair, si possible en tout cas, de pouvoir vous aider et que cette réponse au moins vous apporte quelque chose. Un vin rouge jeune, en principe, c'est très bon de l'aérer, on va dire 1 heure avant. Pas plus, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tous les petits défauts contenus dans le vin qui enfermé dans la bouteille vont partir et le vin va, voilà. Vous savez, comme quand on souffle un bon coup, le vin va s'aérer, va respirer et du coup il n'en sera que meilleur. Les vins blancs, en principe, pas la peine de les ouvrir avant. Vous les ouvrez, vous les servez, à quelques exceptions quand même, qui concernent les grands vins blancs. Les grands vins blancs d'Alsace, les grands vins blancs de Bourgogne, les grands vins blancs du Bordelais, qui eux peuvent être ouverts une demi-heure avant, parce que c'est pareil, ils ont beaucoup à exprimer, et ils le feront d'autant mieux qu'on les a ouverts un petit peu avant. Mais en principe, c'est pas la peine. Alors, au sein des vins rouges maintenant, les vins rouges tanniques, il faut impérativement les ouvrir avant, voire les carafer, c'est-à-dire les verser dans une carafe. Je n'ai pas dit les décanter. J'ai dit les carafer, simplement une carafe toute simple, vous les versez dedans 1 heure avant, vous tournez un petit peu et après le vin va bien s'aérer. Les vins rouges plus légers, plus frais, vous les ouvrez, ça suffit. Vous les ouvrez un petit peu avant, pour les raisons que je disais tout à l'heure, et franchement ça suffit. Alors maintenant, pour ce qui concerne les vins vieux, un conseil, ouvrez-les 2 minutes avant, pas plus, parce que sinon le peu d'agrément qui reste dans la bouteille, un vin se dessèche avec le temps, va s'évaporer et franchement vous n'aurez plus que, je ne vais pas dire du vinaigre, mais enfin un vin désagréable à boire. Une petite exception quand même, ce sont les portos vieux, les grands portos vieux, qui eux sont tellement tanniques qu'il faut les aérer 8 à 12 heures avant de les boire et même les décanter si c'est possible. Mais ça ne concerne que les portos vieux. Dans l'ensemble, si je résume, vin jeune, on aère 1 heure, vin vieux, on n'aère pas, on boit le plus vite possible, et les portos vieux, on décante 8 à 12 heures. Rencontre avec Carole et Cédric Massin. Ils sont la 5e génération du domaine Rémy-Massin en Champagne. Et ils sont situés à Ville-sur-Ars, dans la Côte des Bars, et leur domaine fait 22 hectares. Je vous présente toute la famille qui travaille sur l'exploitation, donc mon épouse Carole, ma sœur Florence et puis mon fils Cédric, chacun ayant une tâche déterminée mais ayant un regard sur l'ensemble quand même de la vie de l'exploitation. Alors moi je m'occupe principalement de la communication, de l'accueil à la propriété, des dégustations. Voilà, moi je m'occupe de l'administratif, des expéditions générales à export et nationales. Et moi, je gère plutôt le vignoble. Le domaine familial est situé à Ville-sur-Ars, dans la Côte des Bars. Historiquement, ça fait 5 générations qu'on est dans la vigne. Alors notre exploitation donc, de 22 hectares est constituée d'environ 20 hectares de pinot noir et 2 hectares de chardonnay. Plus quelques arts de pinot blanc qui est un cépage très peu utilisé en Champagne. Chez nous, nous sommes en viticulture très raisonnée, on essaie de diminuer au maximum les intrants. On a installé de l'herbe dans les vignes, 1 rang sur 2. Avec l'herbe, les racines sont obligées de descendre, puisque l'herbe fait une concurrence en surface, donc ça oblige les racines à plonger et à aller chercher plus profond dans le sol, donc des minéraux. Avec l'herbe, on a une meilleure régulation de l'azote pour la vigne, ça évite la pourriture et les excès de récolte. On s'aperçoit dans les dégustations, par rapport à ce que font nos collègues et par rapport à ce qu'ils nous disent, qu'on a des pinots noirs assez fins. On dit quelquefois qu'ils chardonnent, tellement ils sont
en finesse. On attribue ça bien sûr à nos coteaux, bien sûr à notre terroir, et puis à cette ouverture de la vallée, à ce relief qui permet au soleil d'être présent très longtemps dans la journée. Nous réalisons l'ensemble de nos assemblages en famille. On le fait au mois de février, donc quand les vins de la dernière récolte ont déjà suffisamment mûri, on passait un petit peu de temps en cuve. Ce qu'on souhaite, c'est d'abord avoir des vins qui nous fassent plaisir. Ils sont suivis, donc retrouver une cuvée tradition qui est bien le caractère de la précédente, même s'il y a toujours une évolution bien sûr. Donc on le fait en famille, on le fait aussi avec notre œnologue. Ça permet de trouver l'assemblage qui correspond à ce qu'on cherche en ayant des avis différents. Alors voici la cuvée Louis Aristide. C'est une cuvée confidentielle. Alors qui était Louis Aristide? Louis Aristide était le grand-père de Rémy Massin, le fondateur de la marque, et donc l'arrière-grand-père de Silver et Florence Massin. C'est un hommage qu'on lui rend parce que c'est lui qui a planté les premiers cèpes. Cette cuvée est composée de 12 millésimes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle part de l'année 1995 jusqu'à 2006. Alors vraiment, c'est un nez expressif, aux arômes de fruits compotés et de fruits secs. Une bouche ample, à la texture soyeuse, bien liée et onctueuse. Et on termine vraiment par une agréable fraîcheur. On quitte les caves champenoises pour retrouver les caves de Guilherme. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors je vois que tu connais mon péché mignon. Exactement. Et bien justement, je voulais savoir faire le lien entre le vin et le chocolat. Très bien. Si je te dis vin et chocolat, tu penses à quoi plutôt comme vin? J'ai aucune idée. Alors, la facilité voudrait qu'on parte plutôt vers des vins doux, type Basillac, Jurançon. Mais c'est... Ça ferait trop, non? Enfin, moi, justement, ce serait trop doux. Exactement, ça fait pas bon ménage, si tu veux, parce que le chocolat, c'est quoi? C'est une préparation à base de beurre de cacao. Et il y a un élément clé qui fait le lien entre le chocolat et le cacao. Est-ce que tu sais lequel? Le sucre? Les tanins. Ouais, je sais pas. Parce que tu vas retrouver des tanins justement dans les pépins de raisin et dans la peau des raisins noirs, ainsi que tu vas trouver des tanins également dans la fève de cacao. Donc c'est pour ça que plus un chocolat est riche en cacao, plus tu vas tendre vers des vins chargés en tanins. Alors pour des vins, on va dire tranquilles, on va axer sur des vins rouges. On va zapper par contre la Bourgogne, qui est un cépage. Tu te souviens du cépage de la Bourgogne? Le pinot noir, mais c'est vrai que moi je ne penserais pas, de toute façon, vin rouge et chocolat, je ne le ferais pas. Alors, ça peut être testé, notamment par exemple si tu prends des vins rouges qui sont riches en tanins. Donc, comme je te disais, avec par exemple des vins de la vallée du Rhône, type Cornas, Châteauneuf-du-Pape, Vaqueras, ou un peu plus en Provence, avec par exemple le Bandol, avec son cépage Mourvèdre. Mais bon, l'accord va être relativement intéressant parce que tu es sur les fruits rouges, tu peux aussi avoir des accords avec des assemblages avec le chocolat et des fruits type cerise, griotte et autres. Mais si tu veux, l'amertume du chocolat avec les tanins qui peut être un petit peu asséchant des vins rouges, il faut amener ça plus vers la douceur, parce que le chocolat, tu dégustes ça plutôt en dessert. C'est intéressant. À n'importe quelle heure de la journée, moi je déguste ça. Je te l'accorde. Du coup, l'accord idéal, si tu veux, ça serait plutôt une appellation du type Maury, que tu trouves dans le sud de la France, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que tu connais un équivalent par rapport à tout ce que je viens de te dire à l'étranger, d'un vin qui pourrait être établi de la même façon? Non, aucune idée là. Le Porto. Ah oui, j'ai vu la bouteille. C'est vrai. Exactement. Et donc le Porto et le chocolat, on dit très souvent que ça fait bon ménage. Ouais, c'est ce qui s'apporte le mieux, quoi. Exactement. Parce ça, j'ai souvent entendu. Pardon, je te coupe. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est justement ça rallie tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire le côté tannique, la puissance aromatique, les fruits confits et la douceur apportée par le sucre.
Alors après, tu as deux familles dans les Portos. Tu as le Porto Ruby et l'autre qu'on dit Tony. Ruby, c'est le côté beaucoup plus riche, beaucoup plus concentré. Donc je favorise beaucoup plus les vintage, comme on appelle, ou les lead bottle vintage. Je ne sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. C'est des deux variantes, si tu veux, dans la famille des Ruby qui donnent des portos assez concentrés, assez riches en sucre également. Et dans la famille des Tony, Tony, T-A-W-N-Y. Exactement. Voilà. Et voilà. Et ça, si tu veux, c'est pour plus des portos qui sont élevés en fût. C'est pour ça qu'on voit Tony 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va même jusqu'à 40 ans. Et donc là, ça apporte un peu plus de finesse, un peu plus d'élégance. D'ailleurs, je les favorise plus sur des chocolats noirs type hard, qui vont apporter un peu plus d'amer. Et ce côté amer accompagné par la suavité des Tony, ça peut être remarquable. Et sur des chocolats au lait comme ça? Alors chocolat au lait, c'est un petit peu, c'est un petit peu branlant si tu veux, parce que entre le chocolat au lait et le chocolat blanc, ces accords, toi qui viens d'Alsace, on va pouvoir trouver plutôt des vins du style pinot gris avec un peu de sucre résiduel ou encore certains Gewürztraminer qui jouent plus sur les arômes un peu type floraux. Mais Gewürz, c'est un peu plus doux quand même, non? Alors, exactement, mais là, on recherche et la douceur et si tu veux, la gamme aromatique qui peut être à peu près complémentaire. Et outre tous ces éléments, il y a aussi à ne pas négliger, tu peux avoir de très bons accords avec le thé et le café, notamment. Ah oui, le café, ça c'est bien connu. Évidemment. Et particulièrement quand tes chocolats sont notamment aromatisés par de la cannelle ou encore de la sauge. J'ai encore appris pas mal de choses grâce à toi aujourd'hui. Enfin, on a appris pas mal de choses. Alors, on part maintenant dans l'appellation le Muscadet. Tu vois où c'est, évidemment. Exactement. Donc, en Loire-Atlantique, à Château-Thébault plus précisément. Nous avons rencontré Jean-Michel et Laurent Poiron du domaine Poiron d'Abin. Regardez. Je suis viticulteur à Château-Thébault, dans l'appellation Muscadet. Nous cultivons donc la vigne avec mon frère Laurent depuis 6 générations. Nous cultivons 68 hectares de vignes. Depuis quelques années, un travail de longue haleine a été réalisé avec les viticulteurs et l'INAO, les géologues qui ont déterminé une zone très très qualitative dans le Nantais, qui est le cru Château-Thébault. Donc le cru Château-Thébault, c'est une pierre très très rare, c'est une pierre de granit qu'on visualise, qui se dégrade très facilement, qu'on peut casser à la main. Et ça donne des vins très riches, très gras, et surtout des grands vins de garde, des vins qu'on peut garder 15 ans sans problème. Là, on est sur une vigne qui a été plantée il y a 10 mois, qui a été plantée durant l'hiver. Elle se comporte vraiment très très bien. Dans ces fameux granits de Château-Thébault, où on a toujours ce drainage et cette humidité régulièrement amenée par la roche. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années où on a commencé à diversifier en s'appuyant un petit peu sur l'histoire de la région, parce qu'il faut savoir qu'ici, les muscadets sont produits depuis 1630. Mais il y a eu de la vigne avant, et puis la vigne produite avant, c'était des pinots. Donc là, c'est bien le plan historique qui a été remultiplié, et sur lequel on y repose beaucoup d'espoir, sachant qu'on a déjà une très bonne mesure de la qualité des grappes et du vin qui en est produit. Le Berligou, après recherche, c'est bien un pinot noir, mais un pinot noir rare, historique, introuvable ailleurs. Et fait dans cette fameuse terre de cru, on va dire également introuvable ailleurs. On est déterminé à faire vraiment un grand pinot noir rare, un Berligou. Donc là, on est sur une cuverie nantaise. Donc ça, c'est une cuverie en béton. Et à l'intérieur, elles sont verrées et climatisées. Donc il y a un drapeau qui permet de maintenir une température constante dans les cuves. Et elles sont également de faible hauteur, maximum 2 mètres de hauteur. Par contre, une grande surface d'échange entre le vin et la lie qui constitue en fin de compte
les levures. La lye, ce sont les levures qui, après la fermentation, se déposent et restituent au fil du temps du gras à notre muscadet. Au-delà de trouver, on va dire, des saveurs, c'est des nouveaux profils de travail, c'est la satisfaction, du plaisir. Le métier, si on ne le fait que pour le mercantile, au bout d'un moment, on s'ennuie. Donc c'est pas l'objet absolu. Ce qui compte, c'est d'avoir un joli vignoble, de surprendre, de se surprendre, et c'est tout un ensemble. Olivier, j'ai pensé te rapporter une bouteille de muscadet dont on vient juste de parler, mais je vois que tu as du rosé. Oui, aujourd'hui j'ai rapporté du rosé parce que je vais travailler sur des petites bouchées sur une base de saumon, 2 bouchées différentes. Pour préparer les beaux jours, ça devrait bien aller. Mais c'est parfait. Donc en fait pour ma recette, j'ai pris 2 petits pavés de saumon et des petites chutes de saumon. Donc on va faire un petit tartare dans les feuilles de carmine avec un petit peu de persil et de pommes vertes et de citron jaune. Et ensuite on va faire avec les petites chutes de saumon, on va faire un petit œuf cocotte dans ces petites verrines. Donc tout simplement, chute de saumon, des œufs, un peu de crème, sel, poivre. Et on va rajouter un petit peu d'aneth et peut-être quelques zestes de citron vert. Bon, donc on va attaquer. Laetitia, si tu peux me passer la planche, comme ça on va attaquer les préparations pour. Donc on va commencer par la bouchée. Donc là on va tailler notre tartare. En fait, tu fais des fines tranches. Voilà, après on va faire des petits cubes. Et si tu veux préparer la deuxième. Oui. Ouh, bah déjà c'est moche. Le but c'est de le faire assez fin, des petits dés. Maman, si tu me regardes, te moque pas. Ça te va? Ouais, en petits morceaux quoi. Donc moi je prépare les feuilles de carmine, c'est ça qui va faire le réceptacle pour les petites bouchées. Et ça c'est bien parce que c'est un peu incurvé, comme ça on va le mettre au bout, les gens n'auront plus qu'à croquer comme ça. Oui. Donc là on va l'aromatiser. Citron. Moi je mets. Du tabasco. Ouais. Là je mets juste 2 gouttes, ça va un petit peu relever. 2 gouttes, hein, pas trop parce que... On écote un petit peu. Là, il a déjà un peu cuit, légèrement là. Cuit? Ouais, le citron cuit en fait le saumon. Ah, tu m'apprends quelque chose, je sais pas. Ah oui, ben, quand on fait des ceviches, des choses comme ça, tout ce qui est poisson cru, le citron fait office de cuisson en fait. Donc là, on va quand même saler un petit peu. Donc on va mettre la pomme ensuite, un petit peu de pomme verte pour mettre un petit peu de craquant. Là, on rajoute tout simplement. On mélange. Voilà. Une cuillère de crème pour faire un petit peu de liant. Et après, donc, le but, c'est de faire une petite bouchée. Ah oui, ça fait des petites bouchées. Voilà, comme ça. Je peux goûter? On goûtera après. Bon, d'accord, chef. Quelle gourmande celle-ci alors? Tiens, celle-ci est un peu petite, je te l'offre. Merci. Bravo. C'est vraiment excellent. Donc voilà, quelques petites bouchées. Donc pour l'œuf cocotte, là j'ai pris des petits pots comme ça, puisqu'on va les cuire au bain-marie. Donc là, on a besoin de saumon. En fait, tu mets que donc, des œufs, un œuf et du saumon. Un peu de crème, un peu d'aneth et quelques zestes. Ah oui, et après, on cuit au bain-marie. Donc là, on a été généreux. Hein. C'est bien. Donc après, on va prendre l'aneth, on va la ciseler un petit peu. On va mettre une petite cuillère de crème. Là, on va juste poivrer un tout petit peu. Carte un peu pour pouvoir mettre l'œuf. Tu vois, juste casser dedans. Donc là, on va fermer, on va mettre au cuisson au bain-marie. Allez, là, ça fait 5-6 minutes au moins. On va regarder. T'as préparé les petites mouillettes aussi? Oui, voilà. Donc pour l'œuf cocotte, j'ai préparé les petites mouillettes. Donc moi, je l'aime bien baveux quand même, l'œuf cocotte. Parce qu'en plus, il y a la crème et tout. Après, sinon, si les gens les aiment pas trop baveux, eh ben, il suffit de le faire cuire un petit peu plus longtemps. Parfait.
Alors, on va bruncher. Sur une étoile, sur un oreiller. Allez, on va pouvoir passer à table, donc se faire un petit brunch tranquillement. Et avant ça, Olivier, on va partir au Beau de Provence, rencontrer des vignerons qui nous parlent de cette belle appellation. Qui se trouve au cœur des Alpilles. Exactement, bravo. Quand ils reviennent de ce territoire, quand ils rentrent chez eux, il faut que quand ils dégustent une bouteille des Beaux, ils puissent dire voilà, c'est vraiment ce paysage qui se retrouve dans cette bouteille, quoi. L'appellation Les Beaux de Provence, c'est une petite appellation, hein. Donc petite par la surface, donc on est en plein centre des Alpilles, ça fait 323 hectares, il y a 13 vignerons. Tous ensemble, on a créé l'appellation Les Beaux de Provence en rouge et en rosé d'abord, en 1994, et puis depuis l'année dernière, l'AOC blanc. Donc on était vraiment tous solidaires pour créer ces appellations. 90% des domaines sont en culture bio ou en biodynamie. On a beaucoup de vents qui balayent ce territoire toute l'année, donc ça nous aide beaucoup dans la pratique de la vigne et de l'agriculture biologique. Et je crois qu'il y a quand même un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu quelques vignerons qui ont été pionniers, et ces vignerons pionniers ont entraîné d'autres qui se sont convertis, on va dire. Avant 1995, on était dans une appellation qui s'appelait Cotodex en Provence, Les Beaux de Provence. C'était une sous-division des Cotodex. Les Cotodex faisaient beaucoup de rosé et nous on fait 70% de rouge, donc on voulait absolument avoir notre identité. On essaie de faire des vins qui sont soyeux, qui sont fins, élégants, avec quand même de la puissance, mais on essaie de maîtriser cette puissance. Les vins des Beaux, c'est des vins à fort caractère, qui ont connu le Mistral, qui ont connu la sécheresse, donc qui sont à la fois rustiques, mais qui ont des arômes du sud, des arômes de garrigue, des arômes un petit peu pierreux. Quand on est un verre de vin des Beaux dans la main, qu'on voit les oliviers, qu'on sente la garrigue, le thym, le romarin, les petits lapins qui se baladent, etc. Donc tout ça, c'est un travail. On ne vend pas de vin en vrac, on essaye, on est vraiment axé sur la qualité et l'expression de notre sol et notre sous-sol. On a la chance d'être d'abord dans une région où on peut vendre beaucoup sur place, hein, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter les moulins à huile, les moulins, les caves, etc., qui donc emmènent du vin en repartant. Donc ça, c'est une chance. Le salut vient par l'identité et la qualité. C'est-à-dire que tant qu'on arrivera à faire des vins différents des autres, je pense qu'on aura une chance de les vendre. Parce que il n'y a rien de pire, si vous voulez, que cette espèce d'uniformité des vins technologiques qui sont bien faits, mais vous dites « ah oui, c'est vachement bien fait, etc. » mais vous ne savez pas où vous êtes. Moi, ce que je veux, c'est que quand vous buvez un vin des Beaux, vous savez que vous êtes dans les Alpilles. Et tant qu'on a réussi à faire ça, je pense qu'il y a de l'avenir pour nos vins. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et ce seront les régions de la Savoie et du Val-de-Loire qui nous ouvriront leurs portes. Vous découvrirez également un passionné de vin et d'art dans la région du Médoc. Et comme chaque semaine, Olivier, Guilherme et Jacques seront au rendez-vous. Bonne semaine à tous. Allez, on va bruncher. Allez. J'ai envie de faire la con. Oh mon petit Guilherme. Si, ça c'est toujours. Toi, il est sympa ton nez. Merde. Non, c'est moi qui te dis.